Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'update de juin. Donc au moment où je fais cette vidéo, on est pratiquement fin juillet, j'ai vraiment tardé à la tourner et il faut vraiment que je le fasse parce que je vais finir par oublier en fait mes impressions sur les livres, surtout que comme d'habitude j'ai pas mal de livres à vous présenter, donc je vous conseille un petit thé glacé, thé chaud comme vous voulez ou un petit café, bref une petite boisson pour passer un petit moment avec moi pour revenir sur mes lectures du mois de juin. Donc j'ai d'abord commencé mes lectures de ce mois de juin par cette BD, donc qui est Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Alors cette édition-là, c'est l'édition spéciale 50 ans Glénat, donc je sais qu'elle existe aussi avec une autre couverture. Donc j'avais découvert cette BD sur Bookstagram et Booktube, sauf que les gens avaient tendance à prévenir qu'attention, cette BD pouvait bouleverser, enfin quoi qu'il arrive, on ressortait pas complètement indemne de cette lecture, donc en fait c'est ça qui m'avait intéressée. Donc ici on suit Lubin qui a une vingtaine d'années, qui a deux principales activités. La première c'est en fait il fait du spectacle avec ses amis, donc lui je crois il fait du trapèze, quelque chose comme ça, enfin je vais vous montrer après des planchers comme ça, vous verrez. Et à l'autre partie de sa journée en fait il est caissier comme job alimentaire. Et en fait, il va se rendre compte très vite qu'il y a des jours qu'il ne vit pas. Alors, c'est pas qu'il dort toute la journée, il se réveille, on est déjà le surlendemain, sauf qu'il a vraiment vécu, puisque ses amis peuvent le croiser, etc. En fait, il va se rendre compte qu'il oublie complètement des journées entières. Plus le temps va passer et plus ses jours vont s'allonger. Et c'est quelque chose d'assez particulier, puisque lui n'a aucun souvenir, et en discutant avec les gens, il va se rendre compte qu'en plus, il n'a pas l'air d'être le même. Donc on va le suivre dans cette situation en fait qui s'aggrave. Il va même tenter de parler à son autre lui-même pour essayer de se coordonner sur comment passer ses journées. Et c'est quelque chose qui vraiment s'amplifie et qui devient vraiment problématique. En fait, ce qui est extrêmement bouleversant et qui fait qu'on ressort pas indemne de cette lecture, c'est que, comme dit le titre, les jours qui disparaissent, en fait, ça fait énormément réfléchir sur, en admettant que ce soit une maladie, sur en fait ces jours en fait qu'on ne vit plus, sur les amis qu'on finit par perdre de vue, des moments qu'on rate, des moments qu'on ne vit pas. Et en fait, c'est ça surtout qui est assez bouleversant. Donc si vous êtes quelqu'un de particulièrement nostalgique, etc., c'est une lecture qui pourra beaucoup vous toucher. Donc il y a des gens qui recommandent par exemple de lire cette BD quand vous êtes de bonne humeur, que vous passez une bonne journée, et surtout pas dans des moments difficiles, parce qu'effectivement c'est quelque chose d'assez touchant comme histoire et qui fait beaucoup réfléchir et qui donne surtout envie de profiter de l'instant présent en fait. Donc si vous êtes par exemple dans une situation où, je sais pas, vous êtes dans une ville en ce moment et vous êtes tout seul pour quelconque raison, bah, c'est peut-être pas forcément la lecture, parce que ça va encore plus vous rendre difficile cette solitude. Mais quoi qu'il arrive, j'ai trouvé cette BD vraiment très bien faite, j'ai beaucoup aimé les dessins. C'est la première fois que je lisais une BD de cet auteur là et je pense que je vais en lire d'autres. Parce que c'est vraiment une BD que j'ai trouvée facile à lire et à tout de suite surtout s'imprégner. On est tout de suite plongé dans l'univers et c'était vraiment très intéressant. Donc je vous la conseille, mais par contre attention, attention à quand vous la lisez, à quel point vous êtes sensible à certaines choses, parce que c'est une BD qui a tendance à remuer quand même. Alors, où est-ce que j'ai pas réfléchi à où est-ce que je vais poser mes livres. Alors, ensuite, ça c'est un livre que je vous ai présenté dans mes derniers book hauls. Il y a tout qui s'effondre. Alors, c'est Brexit Romance de Clémentine Beauvais. Alors, pour l'histoire, si vous avez pas vu mon book haul, donc en fait on va suivre Justine, qui est une Anglaise, qui est dans ses dernières années d'études il me semble, qui en fait avec son frère jumeau va monter une start-up, donc qui a deux noms. Le vrai nom officiel s'appelle Mariage Pluvieux et ça aide en fait les mariages mixtes, donc anglais-français, à les aider dans tout ce qui est par exemple papier, procédure, etc. En réalité, cette entreprise s'appelle Brexit Romance et en fait va associer des Français et des Anglais pour des mariages arrangés, puisque le Brexit a été voté, que les jeunes Anglais ont très peur en fait de ne plus pouvoir en fait voyager librement en Europe,
et les Français qui voudraient bien en fait encore bénéficier du Royaume-Uni, de Londres, de son aspect en fait pour les startups qui est vraiment très bien, c'est-à-dire que c'est hyper facile de lancer sa start-up et de lancer son propre business, tout ça. Donc en fait les deux parties ont un intérêt à continuer en fait à avoir une libre circulation, un libre échange entre la France et le Royaume-Uni. Donc moi on me dit, une jeune entrepreneuse qui lance sa start-up et qui désacralise le mariage, moi je l'ai pris ce livre parce que ça c'est vraiment quelque chose qui me tente. Alors qu'au début quand je le voyais passer que c'est marqué Brexit Romance et un petit dessin comme ça, je me dis encore une romance avec je sais pas un français en anglais, puis il y a le Brexit qui arrive et du coup ils peuvent pas continuer à se voir, je me suis dit bon je m'en fous. Non, ça c'est vraiment bien. Alors il n'y a pas que ces deux personnages là parce qu'en fait il y aura donc Marguerite et Pierre Kamenev, j'ai son nom de famille parce qu'en fait il est souvent appelé Kamenev finalement. Alors eux c'est deux français. Et Marguerite elle est soprano et en fait elle vient à Londres pour chanter dans Les Noces de Figaro. Et donc Pierre Kamenev c'est son prof. Donc en fait ils ont tous les deux été élevés en foyer, donc soit leurs parents ne pouvaient pas s'occuper d'eux, soit ils ne les connaissent pas, etc. Et en fait dans ce foyer il y a des programmes qui sont mis en place pour notamment découvrir un peu leur talent. Donc elle par exemple est chanteuse, lui il était un très bon pianiste mais un souci de santé va faire qu'il ne va pas pouvoir continuer sa carrière, donc il va l'accompagner en tant que prof, et donc on va les retrouver dans l'Eurostar pour aller à Londres. Comment Justine et son jumeau vont rencontrer Marguerite et Pierre qui sont là juste pour une représentation, je vous laisse découvrir. Il est classé dans jeunesse, mais honnêtement, en étant adulte, vous pouvez le lire sans souci. Donc voilà, moi le côté start-up, mariage arrangé, fausse application, c'était vraiment bien. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on revient sur les différences entre français et anglais. Alors oui, il y a les différences clichés qu'on connaît tous, mais on est passé au-delà des clichés, et notamment par exemple des fois des conversations dans des bars en fait sur des conceptions différentes, sur des manières de voir les choses. Vous avez aussi par exemple vraiment une soirée où des gens qui ont voté pour ou contre le Brexit, les arguments qu'ils avancent, et c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Alors moi par contre Marguerite, donc la jeune soprano, j'ai eu un peu plus de mal avec elle. Elle est censée avoir 17 ans mais dans son comportement, moi j'étais obligée tout le temps de me redire attends oui non elle a 17 ans parce que du coup je me l'imaginais beaucoup plus jeune et j'ai trouvé que son comportement était très enfantin pour le coup. Et il y a une scène qui est complètement prise dans Alice au Pays des Merveilles, et donc moi j'adore ce conte. Et en fait après avoir lu ce livre je savais pas si j'aimais ou pas cette scène. J'ai là pourtant j'adore, pourquoi? En fait c'est parce que juste Marguerite, moi ça n'a pas marché du tout avec elle, et dans cette scène là elle est censée représenter Alice. Sauf que soyons honnêtes, non. Alice aurait balancé les choses bien avant et aurait arrêté cette situation bien avant. Marguerite était un petit peu trop soft dans sa réaction quand la situation s'est un peu envenimée. Et il y a plein de choses qui font que moi c'est pas un personnage qui m'a plu, mais bon c'est comme ça. En attendant, ce livre est vraiment bien, moi je vous le conseille. C'était vraiment sympa. Moi je me suis vraiment attachée à cette entreprise parce que oui, il peut y avoir quelques petites romances, mais comme vous le savez, moi c'est pas ça forcément qui m'intéresse et surtout qui reste en tête. Mais pour le côté français-anglais, c'était vraiment sympa. Je vous conseille ces livres-là. Ensuite, après l'Angleterre, on va partir en Espagne. Je me suis mis beaucoup trop loin de mon bureau. Alors celui-là aussi je vous l'avais présenté dans mon book haul, donc c'est Hotel Castellana, Destin croisé dans l'Espagne de Franco. Et c'était une très bonne découverte. Je vous disais dans mon book haul que j'avais un peu peur puisqu'en fait on me parlait d'un roman historique mais qui était adressé à... Enfin c'est Gallimard Jeunesse et Gallimard Jeunesse. Je me suis dit bon si c'est un peu trop en surface, non. Alors en fait vous verrez à la fin, donc si vous avez le livre, je crois que c'est remerciements directement qu'elle a tout mis, non recherche. L'auteur a fait toute une partie recherche et sources, et en plus vous avez une bibliographie à la fin, et vous verrez en fait qu'elle a mis des années en fait à se renseigner là-dessus. Donc elle a mis à peu près 8 ans, elle est allée en Espagne, elle a rencontré beaucoup de personnes, et c'est ça qui fait que ce livre est très bien documenté. Donc pour le coup, sur l'Espagne de Franco, il est vraiment bien documenté. Le fait que ça soit en jeunesse, vous le remarquez tout de suite parce que c'est beaucoup de dialogues. Il y a quelques paragraphes, mais en majorité c'est des dialogues. Donc c'est juste ça qu'on sent tout de suite qu'on n'est pas dans un grand roman historique qu'on peut lire dans les littératures adultes. Alors, je vous explique l'histoire, mais juste un dernier point. Si vous avez très peur des gros pavés comme ça et que vous hésitez à vous lancer, celui-là est parfait, puisque comme je l'avais dit dans mon book haul, les chapitres seront très courts.
Les marges sont très grosses, c'est écrit gros. Ce qui fait qu'il y a des sauts de pages tout le temps. Donc ce livre-là, vous pouvez faire un petit challenge parce que pour une fois, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez vous lire un 600 pages très très vite. Et je pense que c'est parfait si vous n'arrivez pas à vous lancer dans des gros livres comme ça, que vous êtes plutôt sur des livres de poche. Celui-là, vu que c'est un faux gros livre, ça ira très bien. Donc pour l'histoire, en fait on est en 1957, donc c'est toujours Franco qui est à la tête de l'Espagne, et donc on va suivre Daniel. Daniel il débarque des États-Unis parce qu'en fait son père il vit au Texas avec ses parents, et donc son père est dans le pétrole et il veut faire un peu des partenariats avec... il veut faire des affaires avec l'Espagne à ce niveau-là, donc c'est surtout son père qui voulait aller en Espagne. Sa mère est espagnole, donc elle, ça lui permettait de revenir un peu dans son pays. Et lui les suit, sauf qu'en fait il a une autre idée derrière la tête, puisque son père lui veut qu'il fasse une grande école et qu'il reprenne l'entreprise familiale, sauf que lui ce qui le passionne c'est la photographie. Il a participé sans dire à ses parents à un grand concours de photographie, il est arrivé finaliste. Donc là il doit proposer du coup des photos pour la finale, et donc lui en fait il a pour but de photographier cet Espagne-là pour proposer. On va rencontrer du coup du côté espagnol Ana Torres, qui en fait travaille dans l'hôtel, donc Hôtel Castellana, où sont les parents de Daniel et Daniel. Donc bon, après ça fait un peu comme beaucoup de téléfilms ou d'histoires qu'on peut voir, la femme de chambre qui se rapproche du jeune américain qui a débarqué. Bon, ok. Mais en fait, il était vraiment bien. Donc vous avez toute une panoplie de personnages puisque vous allez suivre Anna, mais aussi sa sœur, le mari de sa sœur, et vous allez suivre aussi donc son frère, vous allez suivre leur cousine, et vous allez suivre encore un autre personnage. Donc en fait, il y a beaucoup de personnages espagnols comme ça, et c'était vraiment intéressant puisque du coup, c'est là, à ce moment-là, que vous avez cette vision de l'Espagne oppressée en fait sous Franco. Après comme Brexit Romance, moi la romance oui ok elle est là machin, c'est pas ça vraiment qui m'intéresse. Donc c'était très intéressant parce qu'on parlait de plein de sujets. Il y a notamment un sujet pour lequel je n'étais absolument pas au courant, et c'est un sujet qui m'a juste énervée, vraiment j'étais énervée de savoir ce qui s'était passé ça. Vous avez une bibliographie à la fin, donc vous pouvez vous renseigner sur ce sujet là, donc c'est notamment ce qui a pu se passer dans des orphelinats, donc des hôpitaux et des orphelinats sous cette Espagne-là, qui est juste une histoire horrible, choquante et qui sera jamais réglée. Donc en fait ça m'a permis en fait d'apprendre des choses et d'avoir envie de faire des recherches sur ces thèmes-là. C'est ça que j'ai bien aimé. Concernant les personnages en fait, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bien faits. C'est malheureusement une famille qui a été, alors je parle pas des Américains, je parle bien des Espagnols, qui a été victime complètement de cette Espagne de Franco, mais très difficilement impactée. Et en fait on voit que malgré tout c'est quand même l'espoir qui les fait avancer, l'espoir en fait d'un jour d'arriver à une vie meilleure. Et c'était assez touchant en fait d'imaginer tous ces gens qui ont été sous cette oppression pendant des années, qui ont espéré un jour sortir de là. Vous avez en fait leur cousine, comme je vous disais, elle va permettre en fait de voir la jeunesse qui a été éduquée sous les principes franquistes, puisqu'en fait elle a été éduquée selon ces valeurs-là et elle y croit dur comme fer, elle veut les appliquer au quotidien. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'avoir mis ces personnages-là pour montrer aussi ceux qui étaient complètement imbibés en fait de cette politique franquiste. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un panel de personnages qui était plutôt bien fait, puisqu'en fait on voyait une autre partie de l'Espagne, et c'était intéressant. Donc après vous suivez beaucoup Daniel en fait, vous suivez pratiquement tout le temps Daniel. C'était très intéressant son travail sur la photographie, notamment même si on n'a pas les images, en fait d'imaginer comment lui pouvait voir en fait son projet, comment il l'associait, puisqu'en fait il va prendre beaucoup de photos de l'Espagne, les accrocher dans sa chambre et puis essayer de les associer pour raconter une histoire. Donc tout cet aspect sur la photographie était très intéressant, sur l'Espagne également. Donc je vous le recommande parce que c'était très bien documenté, et je pense que c'est une bonne introduction si vous voulez vous lancer dans ce sujet-là, en apprendre un peu plus sur cette Espagne-là. Vu que c'est du jeunesse avec beaucoup de dialogues, etc., vous avez l'histoire en fond, mais ça vous apporte beaucoup de choses et après vous pouvez vous documenter plus.
Donc c'est ça que j'ai bien aimé. Je me suis racheté un autre livre de cette autrice-là parce que j'aime beaucoup en fait quand les auteurs en général se documentent beaucoup pour faire un livre parce que ça nous permet en fait d'apprendre beaucoup de choses au-delà d'une simple histoire. Ça aurait été juste une histoire d'amour, je ne serais même pas arrêtée sur ce livre-là. Et donc en plus, vous, si vous aimez ça, vous avez une histoire d'amour dedans, donc c'est très bien. Je vais plus avoir de place. Alors ensuite, on part sur autre chose. Donc j'ai lu Une terre d'ombre. Ça fait des reflets, hein, ouais. Une terre d'ombre, donc qui a eu le Grand Prix de littérature policière en 2014. Alors, ce livre-là n'est pas un policier comme on connaît, décidément je dis souvent ça dans mes vidéos. Alors, en fait, c'est un policier, pourquoi? Parce que ça commence par un petit... comment ça s'appelle? Un prologue. Vous avez un prologue, vous avez quelqu'un qui va se rendre dans une vallée. Alors, ce qui est très bien, c'est que la couverture nous illustre pas mal. Faut vous imaginer une vallée donc comme ça. Donc vous avez la montagne, vous avez les arbres, un petit ruisseau. Imaginez vous habitez là. Donc clairement, vous avez tout le temps de l'ombre puisqu'en fait il y a la montagne qui vous fait de l'ombre et vous vivez au milieu de nulle part. Donc il sait qu'il y a une habitation à ce niveau-là. Et en fait le vallon, dit comme ça, va être inondé et en fait c'est à lui de prévenir que va falloir partir puisque je sais pas si c'est une histoire de barrage ou quoi, on sait juste que ça va être inondé, qu'il doit prévenir les gens. Il va dans cette maison, il n'y a personne, sauf qu'en fait en voulant boire au puits, il va trouver quelque chose dans ce puits. On sait ce que c'est, moi je vous le dis pas, on trouve quelque chose dans ce puits. Et donc là après commence l'histoire. On n'a aucune idée de temporalité en fait. On sait pas quand est-ce que c'est passé, mais en fait vu que ça commence et qu'il y a des personnages dans cette maison, on se dit bon, ça s'est passé avant. Et en fait, toute l'histoire est de savoir comment ça est arrivé dans le puits. C'est pour ça que c'est un livre policier, mais en soi, il n'y a pas d'enquête de police, il n'y a pas un corps qui est retrouvé et la police va enquêter dessus. C'est juste que vous avez le prologue, il y a quelque chose dans ce puits, vous lisez cette histoire pour savoir comment c'est arrivé. C'est un livre qu'on pourra associer au nature writing parce que donc c'est beaucoup de nature, c'est beaucoup contemplatif, vous avez deux personnages principaux et quelques personnages secondaires, mais c'est quand même beaucoup de balades, beaucoup de travail dehors, etc. Hein. C'est pas quelque chose où il se passe 1000 trucs en 3 pages, hein, vraiment. Donc en fait, c'est pour ça que le prologue est assez intéressant, parce que sinon vous commencez le livre et vous pouvez vite finir par vous ennuyer, parce qu'au final, vous savez pas trop où tout ça va vous mener. Pour l'histoire, donc vous suivez Laurel et son frère Hank, donc qui vivent voilà, au fond d'un vallon encaissé des Appalaches. Et alors Hank, lui, vient de revenir de la Seconde Guerre mondiale, donc il a perdu sa main et son avant-bras. Et donc sa sœur vit dans cette maison, donc ils vivent assez reclus, c'est leurs parents qui avaient acheté cette maison-là. Mais ils sont malheureusement décédés tous les deux, et en fait Laurel vit reclus, mais d'un autre côté ça l'arrange parce qu'en fait le village pense que c'est une sorcière parce qu'elle est à de naissance. Donc du coup ils vivent tous les deux là, ils essayent de s'aider tous les deux et surtout d'être assez autonomes au fond de ce vallon puisqu'ils peuvent pas aller en ville non plus tout le temps. Donc en fait l'histoire elle tient à ça, mais c'est comme je l'ai dit, c'est beaucoup de... pas de description mais d'activités à l'extérieur où il se passe pas des choses assez folles. Et du coup ce qui fait que l'auteur a tendance à nous endormir sur le suspense du début. Et du coup quand il y a un moment, il y a un événement qui est arrivé et je m'y attendais pas du tout. Mais parce que j'avais complètement oublié ce que j'étais en train de lire. Donc c'était plutôt bien parce que je m'y attendais pas, alors que si c'était quelque chose avec beaucoup de suspense dès le départ, peut-être que je l'aurais senti venir, que là non. Alors du coup j'étais là, bon tranquille, que j'ai vu ça, mais non mais c'est pas vrai. Et du coup j'ai dû enchaîner la fin. Donc c'est en ça qu'il est très bien. Moi je vous le recommande si vous vous lassez pas très vite des livres, si vous aimez bien justement persister pour aller jusqu'au bout. Et du coup en fait il y a surtout ce truc où quand vous lisez le prologue vous avez envie de savoir ce qu'il y a dans le puits, et à chaque fois qu'un personnage s'approche du puits vous êtes là non 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 non. Et à chaque fois j'avais ça, il y a eu plein de scènes, mais c'est fait exprès hein, vers le puits et... ah bref. Donc voilà, j'étais très contente de lire Une terre d'ombre, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est vraiment une bonne surprise, donc je vous le conseille aussi. Alors, j'ai lu d'autres livres que je vais vous présenter vraiment rapidement, parce que déjà les mangas, donc c'est des tomes suivants, donc ça sert à rien que je vous dise ce qui se passe dedans. Vous avez le tome 6 de l'Atelier des Sorciers, donc que j'ai vraiment bien aimé parce que là on découvre un autre lieu, donc c'était très intéressant.
Et vraiment cette saga, je l'ai commencé, je crois qu'il y avait que le tome 1 qui était sorti, 1 ou 2. Mais je suis vraiment conquise, à chaque tome, j'aime vraiment beaucoup, donc une bonne saga de manga. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller feuilleter un peu, les dessins sont vraiment magnifiques. Et ensuite, Aria The Masterpiece tome 3, je vous avais présenté le tome 1 et 2 dans mon update lecture du mois de mars, donc ma toute première vidéo. Donc là, dans ce tome 3, on est encore plus en mode contemplatif, il se passe, il se passe vraiment pas grand chose. Mais il était encore une fois très bien, en fait, c'est pour ça qu'on aime ce manga, c'est plutôt pour le côté positif, le côté doudou, le côté où ils sont tous amis, ils passent leur journée ensemble à faire des pique-niques ou à se baigner, enfin du coup c'est très doux comme lecture, donc j'ai bien aimé aussi cette lecture-là. Hop. Ensuite, j'ai lu, alors ces deux livres-là, je vous les présenterai plutôt dans une vidéo comme la vidéo que j'ai fait portrait de femme, donc les lectures autour des femmes, ce sera mieux, enfin je préfère d'ailleurs. Donc Simone Veil ou La force d'une femme, donc, qui est une BD sur en fait la relation de Annick Cogent et Simone Veil, donc Annick Cogent qui est reporter, enfin journaliste au journal Le Monde. Elle a eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Simone Veil et elle revient sur toutes ces rencontres. Il était très intéressant, même si comme je l'ai dit, moi j'ai pas forcément appris plus sur Simone Veil, mais j'ai trouvé ça vraiment très bien de découvrir leur relation. Donc ensuite, j'ai lu un manifeste pour une éducation féministe, que j'ai adoré, voilà, ça je vous l'avais déjà dit, c'était vraiment une très bonne lecture, j'ai hâte de vous en parler dans cette vidéo directement dédiée à ça. Et ensuite, pour finir le mois, j'ai lu Like a Love Story. Donc c'est un livre en français, hein, même si le titre est en anglais. Et donc là, on va suivre trois jeunes. Donc on est à New York en 1989, et non pas 1980 comme j'étais dans mon book haul. Donc on va suivre Reza, Judy et Art. Alors Art, c'est un nom qui se donne, hein, finalement il a un nom beaucoup plus long parce qu'en fait Art vient d'une famille assez noble, donc vous savez, qui ont des noms à rallonge. Lui, je crois que c'est le 4e du nom en plus. Alors, Judy et Art, ils sont amis depuis l'enfance. Là, ils sont dans le même lycée. Comme je vous le disais, Art, en fait, il est homosexuel, mais il le cache absolument pas. Tout le monde est au courant. Bon, ses parents ne l'acceptent pas du tout, hein. Il a une relation extrêmement compliquée avec ses parents. Donc, c'est pas forcément évident. Et vous avez Judy, qui elle est fille unique. Les deux sont enfants uniques, finalement, ouais. Et elle, ses parents, ils donnent tout pour elle, donc ils se sacrifient tous les jours pour qu'elle ait accès à la meilleure école, etc. Et elle, ce qui la passionne, c'est la mode, donc elle fait elle-même ses vêtements. Elle a envie de devenir styliste et c'est vraiment sa passion. Alors en fait, Judy, elle a un oncle qui lui est homosexuel et avec qui donc Art et Judy passent beaucoup de temps. Pour Art, en fait, l'oncle de sa meilleure amie, c'est vraiment devenu un père spirituel. Il lui a appris beaucoup de choses. Il lui a appris notamment en fait à s'accepter, mais il lui a appris aussi des choses du quotidien, et donc ça a été vraiment un deuxième père pour lui. Donc ils passent beaucoup de temps ensemble, ils ont par exemple un petit rituel, donc tous les trois, donc l'oncle, Art et Judy, le dimanche soir vont voir, regardent chez eux ou vont au cinéma voir des vieux films. Donc c'est vraiment une relation extrêmement fusionnelle entre les deux et avec l'oncle de Judy. Vous avez Reza qui va débarquer. Donc Reza, il débarque avec... Il a un frère ou une sœur? Il a une sœur. Il vivait en Iran, sa mère s'est échappée de l'Iran avec ses enfants pour fuir leur père. Ils ont habité au Canada, et donc là ils viennent du Canada pour habiter à New York puisque sa mère s'est remariée. Reza, c'est un personnage extrêmement touchant. En fait, on voit très bien qu'il est complètement perdu, hein. En fait, nous, à notre époque, enfin ma génération en tout cas, concernant le sida, on a été très bien éduqués. En fait, vous aviez les cours où on vous dit comment on l'attrape, etc. Donc nous, en fait, on est éduqués. Faut vous imaginer, en fait, en 1989, où en fait on n'en parlait pas parce que soit on connaissait pas, c'était tout nouveau, et aussi parce que c'était tabou. Et en fait, vous vous retrouvez par exemple avec Reza, qui pense que juste parce qu'il pense à des garçons, il peut attraper le sida. En fait, il a une peur bleue du sida, mais vraiment, il pense que vraiment juste regarder un garçon, ça peut
il peut en fait attraper le sida. Alors c'est quelque chose qui peut faire sourire aujourd'hui, mais en fait quand on ne connaît pas et que c'est la maladie du moment tabou où on dit que c'est pour punir les homosexuels, ça fait très peur. En fait Reza il se ment à lui-même, il est persuadé que ses pensées envers d'autres garçons c'est juste comme ça, mais qu'il va arriver à les faire changer. Donc c'est ça que ce personnage est touchant, c'est parce qu'en fait il va découvrir que non, il est bien homosexuel et que en fait il peut pas s'enlever ces pensées-là de la tête. Donc en fait vous les suivez au lycée, vous les suivez notamment dans des réunions de ACT UP, puisqu'en fait l'oncle de Judy va en fait à ces réunions et participe à des manifestations. Donc c'était assez intéressant aussi par rapport à cette organisation donc, qui est ACT UP, de voir en fait un peu ce qui a été mis en place, les activités, enfin les manifestations pour se faire entendre sur différents sujets, que ce soit sur le prix des médicaments, sur leur représentation, tout ça c'était vraiment intéressant. Ce livre-là, il faut le lire en écoutant du Madonna. Parce que on fait des références à Madonna tout le temps, des références à ses chansons tout le temps, et que moi à la fin j'avais les chansons dans la tête quoi qu'il arrive. Donc même si vous l'écoutez pas en lisant ce livre, vous allez avoir les chansons de Madonna dans la tête. J'ai vraiment aimé en fait me retrouver dans ce New York des années 89 parce que moi c'est quelque chose que je connaissais pas forcément. Comprendre un peu les états d'esprit aussi de cette époque-là. Cette maladie en fait elle est impitoyable et en fait c'est assez bien représenté dans ce livre-là. Elle fait de cadeau à personne et même si c'est un livre qu'on trouve dans le rayon ado, c'est pas pour autant en fait que tout est rendu un peu plus joli avec un happy ending, etc. On montre bien finalement la réalité de cette maladie. J'ai trouvé ça très bien. Donc au niveau de l'auteur, il s'est complètement inspiré de son histoire personnelle. Donc voilà, c'est aussi intéressant de voir que c'est quelqu'un qui... c'est un own voices en fait. Own voice, puisque je parle au singulier. Et il y a un texte très touchant au début. En fait, l'auteur parle de sa situation à lui, et il dit « Au plus fort de la première vague d'épidémie de sida connue, un de mes copains de fac avait fait passer un sondage. Il nous demandait quel avenir nous imaginions avoir pour chaque décennie. Où serions-nous à 20 ans, 30 ? Aucun des hommes homosexuels à qui il avait posé la question, moi y compris, ne se voyait vivre au-delà de 40 ans. » Et du coup, en fait, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est quelqu'un qui parlait du coup d'une époque, d'une situation, d'un état d'esprit qu'il a vécu. Du coup c'était vraiment plus intéressant parce qu'on sait qu'on est plongé dans un univers en fait qui a vraiment existé. Je dis pas que d'autres personnes ne sont pas capables de retranscrire ça, mais je trouve que quand c'est quelqu'un qui s'est directement inspiré de sa vie personnelle, ça rend forcément le témoignage un peu plus réel en fait tout simplement. Donc Like a Love Story, vraiment très bonne lecture. Donc vous suivez en fait pour chaque chapitre un des personnages. Donc ça se lit très vite hein, vu que c'est un roman ado, mais très bonne documentation. Donc voilà pour l'update de jour. Je sais pas pourquoi finalement j'ai mis un temps fou à me décider à le faire. Bon, il va tomber. Je sais pas pourquoi j'ai mis un temps fou à le faire, finalement ça allait plutôt vite, mais c'est juste que c'était plus forcément très frais, enfin à la fin il me reste juste mes impressions et plutôt plus vraiment l'histoire en elle-même. En tout cas j'espère que je vous ai donné envie de lire des livres. Surtout les livres là que j'ai sélectionnés. Après tout dépend de ce que vous avez envie de lire, si effectivement le côté historique vous intéresse ou pas du tout. Finalement j'avais pas mal de choses historiques. On part en 1957, 1989 et le Brexit. On a fait un petit voyage dans le temps. Donc n'hésitez pas à me dire si cet update vous a plu, ça vous donnait envie de lire des livres, vous ce que vous avez lu en juin. Alors moi je lis pas forcément des lectures associées à la période, hein. C'est pas parce que là c'est l'été que je vais forcément lire des lectures un peu plus estivales. Mais voilà, comme vous le voyez, j'aime bien diversifier mes lectures, diversifier les genres à chaque fois, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez me retrouver sur Instagram et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!